son enfance, son parcours, ses défis, ses échecs et ses moments de gloire. Aujourd'hui, c'est donc un plateau qui brillera aux couleurs de notre invité du jour. Allons donc découvrir tout au long de cette émission qui il est en réalité. Je suis accompagnée à la technique par William Tchalak, fidèlement. Au micro de présentation, je suis Bébel Lagrande. Retrouvons-nous après cette balade musicale. Bienvenue au fil de la conversation sur les antennes d'ABK Radio.
De retour sur ce plateau, vous êtes au fil de la conversation sur les antennes d'ABK Radio et sur ce plateau, à mes côtés, Florian Emmanuel Djoubissi, cadre supérieur d'une banque de la place, membre du comité de direction de cette banque. Bienvenue sur les antennes de la conversation. Bienvenue sur les antennes d'ABK Radio, Emmanuel Florian. Merci. Bienvenue au fil de la conversation. Merci bébé la grande. Alors, comment était cette journée? Cette journée était, comme les autres journées, une journée full, voilà, une journée pleine, remplie. Donc remplie. Vous savez, dans le milieu bancaire, c'est toujours des journées extrêmement chargées, parce que notre rôle, c'est d'apporter des solutions aux Camerounais, c'est d'apporter des solutions à nos clients. Voilà, donc c'est des journées toujours chargées. Alors, j'aurais dû demander, vous êtes plutôt eau, thé, café? Je préfère du café parce que voilà, ça nous permet de tenir. Vous savez, on a besoin d'un peu de force. Donc le café, ce serait mieux. Voilà. D'accord. Ah, je vous rassure, cher auditeur, j'ai fait venir le café pour notre invité. Alors, vous êtes au fil de la conversation. Le principe, vous le connaissez un peu déjà, c'est d'aller, de faire un retour sur votre enfance, votre parcours, vos défis, vos gloires, vos moments de gloire. Qui êtes-vous en réalité? C'est quoi votre univers? On veut tout savoir du secteur bancaire. Ils sont nombreux, ces auditeurs qui espèrent, pendant tout au long de l'émission, en savoir plus sur ce secteur-là. Et donc, on espère qu'on aura un Emmanuel Florian très ouvert sur ce plateau. Bien évidemment. Alors, je vais commencer par... Bon, vous avez pris le thé. C'est quoi votre plat préféré? Le macabo râpé. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, ça va être compliqué, mais partie remise. Pourquoi le macabo? C'est quand même un plat, c'est un plat de grand-mère. Ce sont les petites cuisines de nos mamans, ça. Ah oui, vous savez, j'ai grandi dans un environnement où j'étais bien entouré de mes parents, de mes grands-parents. J'ai eu la chance d'avoir mes grands-parents jusqu'à un âge très avancé. Donc, vous comprenez pourquoi je préfère du macabo râpé avec la sauce blanche. Voilà. Les arachides qui ne sont pas grillés, je précise très bien. Ah, voilà. Ça. J'ai le goût du détail, donc rassurez-vous. Donc, je voudrais d'abord commencer par dire bonsoir aux millions d'auditeurs de ABK. Je dis également bonsoir à toute l'équipe de ABK qui m'accueille dans ce studio. Je vous remercie infiniment. Je vais aller droit dans le vif du sujet. Je vais vous parler un peu de moi, de mon enfance. Je suis né un 4 avril 1981 dans une localité qui s'appelle Ndunge. Ndunge, c'est une banlieue de Nkonsamba, à quelques kilomètres de Nkonsamba. À l'époque, Ndunge, c'était le plus grand hôpital protestant qui était dans le département du Mungo. Donc, mes parents ont bien voulu que je naquisse dans de bonnes conditions. C'est pour ça que je me suis retrouvé à l'hôpital de Ndunge. Voilà. Ensuite, j'ai fait l'école primaire, maternelle, secondaire dans la ville de Nkonsamba. Je suis passé par le lycée bilingue de Nkonsamba, le lycée du Manengoba. C'est un lycée mythique que tout le monde connaît, qui a vu passer la plupart des grands dirigeants de ce pays. Oui. Je me rappelle d'ailleurs qu'en 2001, si j'ai bonne mémoire, j'ai été élu président de la coopérative scolaire du lycée du Manengoba. C'est un moment fort je faisais premier C à l'époque, si j'ai bonne mémoire. Et il y avait quand même déjà ce côté leader depuis. Oui, même avant d'être président de la coopérative scolaire, déjà dans mon quartier, j'étais président des jeunes du quartier. Donc on avait une association des jeunes du Mont, on appelle notre quartier le Mont. Ceux qui m'écoutent et qui ont été avec moi en Nkonsamba savent très bien de quoi je parle. Donc je pense le don de rassembleur, le don de conseiller, je pense que ça ne s'apprend pas, on naît parfois avec certaines qualités. Et je pense que
C'est ce que j'ai eu la chance de l'avoir. C'est une grâce que le Seigneur m'a donnée quand j'étais encore tout jeune. Donc au lycée du Manengoba, je suis élu président de la coopérative scolaire en 2001. Je me retrouve au milieu du proviseur, du préfet. Il y avait tout un conseil de gestion de l'établissement. Donc j'ai commencé très tôt à m'intéresser à la gestion de la chose publique, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'en tant que président de la coopérative, je devais les élèves à toutes les instances de décision au conseil de discipline. Je devrais représenter les élèves au comité de gestion du lycée. Donc j'ai très vite appris. J'ai appris à côté des... Je quitte la ville de Nkonsamba où j'arrive sur Douala. Je vais commencer. Avant d'arriver à Douala déjà, je vais vous expliquer un peu comment mes études étaient financées. C'est très important parce que cette émission, c'est également une occasion de sensibiliser la jeunesse, une occasion de partager avec les autres. J'ai grandi dans une famille. Mon père était un maître de chant, un grand choriste qui aimait très bien, et aussi un styliste modéliste, donc il faisait de la couture. Oui. Ma mère était commerçante au marché B de Nkonsamba. Oui. Donc nous avons grandi dans un environnement un peu mitigé où on nous a appris très tôt à être responsables. Je me rappelle, déjà en classe de 3e, je cuisinais déjà à la maison. L'aîné de la famille, il n'y avait pas de femme. Maman était au marché, elle rentrait parfois. Et donc, elle m'avait appris très rapidement à prendre les devants. Donc, je cuisinais très bien. Je me rappelle très bien la banane malaxée, que j'aime aussi très bien. La sauce blanche du macabo râpé. J'ai plutôt intérêt à m'appliquer. Ah oui, bien sûr. Donc, ensuite... je vendais avec maman, je l'accompagnais. On allait dans les petits marchés périodiques, le marché de Mélon, le marché de Manjo, le marché de Bafan, et le marché de Manengolet, tous les marchés qui étaient à l'époque des lieux où on pouvait faire du commerce. Donc, parce qu'on vendait notamment les oignons. Et tout cela venait du Grand Nord. Il y avait nos frères musulmans qui venaient du Grand Nord avec des camions d'arachides. On rachetait et on vendait. Donc très tôt, j'ai appris à me prendre en charge. Et c'est ce que je retiens de très fort. Parce que déjà au lycée, je pouvais me permettre de m'acheter une chaussure. On pouvait penser que mon père était très riche ou que ma mère était très riche, mais non, c'était simplement que je pouvais déjà prendre un certain montant d'argent, investir et gagner en retour un profit que je vais bien sûr utiliser pour m'acheter des fringues, comme on disait tantôt. Donc, après cela, je me retrouve dans la ville de Douala pour continuer les études supérieures. Donc, je me suis inscrit à l'université avec... j'ai été effrayé déjà à mon arrivée avec un désordre incroyable. C'est-à-dire que l'environnement n'est plus le même. Incroyable. Je n'étais pas préparé psychologiquement, malheureusement. Donc, je me retourne à tourner en rond avec des notes qui se confondent dans les babillas. C'était infernal. Il fallait se lever à 4 heures pour aller à l'école. Donc finalement, j'ai décidé de me reconvertir en filière professionnelle sous le conseil d'un aîné, donc qui m'a renvoyé en BTS. Donc je me suis inscrit à l'Institut supérieur de management à l'époque, sans publicité, donc où j'ai passé la première année sans problème. En deuxième année, c'était très compliqué parce que la situation, j'ai une petite sœur qui était souffrante, donc la situation financière de la famille s'est trouvée vraiment à rude épreuve et il fallait très rapidement se prendre en charge. Heureusement, je dis bien heureusement, que j'étais déjà préparé dès l'enfance à faire du commerce, à me battre. Voilà. Exactement. Donc ça a été pour moi un atout majeur dans une ville de Douala sans pitié, entre guillemets. C'est une ville où tout le monde court dans tous les sens. Donc il n'y a personne pour vous dire attention,
Moi, j'étais là comme ça. C'était vraiment difficile. Je me rappelle, j'ai commencé à chercher quelque chose à faire dès la 2e année. Oui. J'ai trouvé une ONG à l'époque qui s'appelait Femmes Cameroun, où on vendait les produits d'assurance. Vous savez, vendre les produits d'assurance, pour ceux qui ont déjà expérimenté cela, c'est extrêmement difficile. Donc, on faisait le tour des quartiers, on allait partout, essayer de proposer et on était rémunéré sur on nous payait des commissions sur les ventes. Donc, c'était extrêmement difficile. Je l'ai fait pendant 4 mois environ. Ensuite, j'ai déposé les dossiers partout où je pouvais. C'était assez difficile. Je me rappelle, j'ai au moins, au bas mot, 90 demandes de stage. Wow. Je ne dis pas d'emploi, mais de stage. Je voulais juste sortir et gagner un peu d'argent pour aller payer mes études. Donc, en 2e année, quand il a fallu préparer l'examen final, je n'avais pas d'argent pour finir au moins les 3 derniers mois de l'année. Je suis allé rencontrer monsieur Kinfac, que je ne vais jamais oublier, il s'appelle monsieur Kinfac. Il a un institut universitaire. Oui. Je suis allé le rencontrer, j'ai pris mon courage, je suis allé le voir, je lui ai dit j'ai des difficultés. Je veux que tu me donnes la possibilité de faire juste 3 mois de cours dans ton établissement et ensuite, après mon BTS, je vais chercher du travail, je viendrai te rembourser. Et il m'a regardé, il a souri et il m'a dit, vas-y. Il m'a fait confiance. Oui. J'ai dit 105 francs, il m'a fait confiance. Oui. Et je suis allé, j'ai fait 3 mois de cours sur 12. Et j'ai eu mon BTS très brillamment. Et juste après le BTS, c'était compliqué. J'ai continué de déposer les dossiers, pas de boulot. Et donc, on m'appelle un jour à la boulangerie Saquet, je me rappelle, sans publicité, excusez-moi. Donc, j'arrive à la boulangerie, on me dit, OK, on veut un gestionnaire de stock, quelqu'un qui va juste s'assurer que les boissons sont arrivées telles que présentées sur les reçus. Je dis, OK. Et puis, on me dit, c'est 35 000, 40 000 maxi. Donc, si tout se passe bien, tu auras 40 000, mais s'il y a des manquantes, c'est 35 000. J'ai dit, il n'y a pas de problème. En tout cas, je n'avais pas beaucoup de choix. Donc, voilà. Donc, je suis allé à la boulangerie, j'ai commencé à travailler. Le premier jour où j'arrive, on me dit non, celui qui vend le pain n'est pas arrivé ce matin, donc tu vas commencer par le four. Donc, je me suis retrouvé en train de décharger le pain au four et j'ai une cicatrice jusqu'à présent. Quelque chose d'inattendu, voilà, totalement. Voilà. Mais il y a quelque chose que je voudrais quand même souligner. J'étais mentalement fort, j'étais très fort mentalement. Ça, mes parents me l'ont inculqué. Mon feu père, ma mère, c'est très vite on nous a appris que la vie, c'était un monde de combat. Il fallait être courageux, il fallait pouvoir affronter toutes les difficultés et surtout, il ne fallait pas avoir peur de se salir dans le bon sens, donc de travailler pour gagner sa vie honnêtement. Donc, je me suis mis au four, j'ai commencé à décharger. Et ensuite, je me suis retrouvé vendeur de pain. Voilà. Et donc, vous imaginez, avec un BTS en poche, en train de vendre du pain, ça a été vraiment difficile. J'ai passé 8 mois environ, je crois, dans cette boulangerie. Et donc, un jour, une dame de passage, et là, je vais insister là-dessus parce que pour moi, c'est bien que ceux qui nous écoutent puissent très bien noter cela. Il y a une dame qui passait de temps en temps, qui faisait ses achats. Et un jour, elle m'approche, elle me dit, monsieur, vous êtes toujours souriant, vous êtes accueillant, mais vous n'avez pas de problème. Et puis j'ai souri, je me disais dans mon cœur, et si elle pouvait imaginer ce que je vis, elle ne poserait jamais cette question. Mais je n'avais jamais montré cela en face. J'étais toujours quelqu'un d'agréable, de disponible, de serviable. Et donc, elle m'a dit, je reviens dans 2 semaines, prépare-moi ton CV. Je suis venu avec le CV. Je lui ai donné le CV et 2 ou 3 semaines plus tard, on m'appelle et on me dit Monsieur Dubissier, vous êtes invité à passer dans telle entreprise pour un entretien. Et j'étais agréablement surpris. C'est comme ça que je me retrouve dans cette entreprise. Déjà, pour dire, à la boulangerie, on travaillait en système de cas, 2 semaines 6h, 18h et 2 semaines 18h, 6h. Donc, vous comprenez que c'était très rude. Donc, j'avais les yeux rouges comme
quelqu'un qui, voilà, c'était normal parce que, étant encore très jeune, je ne dormais pas suffisamment. Donc, je me retrouve donc dans cette entreprise où je suis chargé de gérer les stocks. C'était quelqu'un qui faisait dans la parfumerie. Il m'a très bien accueilli, il m'a confié une tâche de gestionnaire de stock. Je me rappelle à l'époque, il m'a donné une moto et donc je partais d'un salaire de 35 000 à 80 000. Oui. Ça commençait à être intéressant. J'avais droit à une pause à midi, ce qui était un luxe. Donc c'était impressionnant pour moi. Je commençais à me dire, ouf, enfin je suis en train de... Les choses commencent peut-être à se... Voilà. Et donc... ce monsieur m'a encadré comme son fils et je pense qu'il a été satisfait aussi de la qualité de travail. Et un jour, pendant que je suis en plein travail, mon téléphone sonne et c'est l'établissement qui m'appelle, l'établissement qui m'a accueilli pour le BTS, qui m'appelle en me disant il y a un expert comptable français qui est passé là, il recherchait les bons profils, il veut lancer son cabinet au Cameroun. Et comme tu étais parmi les meilleurs, il a pris ton CV. Donc ne sois pas surpris si on t'appelle. Et puis je me suis dit, Seigneur, si mon jour de gloire arrivait, voilà. Donc je ne pouvais que prier et attendre. Oui. Voilà. Et heureusement, effectivement, j'ai reçu un coup de fil. On s'est retrouvés à l'époque à Bonanjo. Et nous étions 26 à l'époque, des étudiants qui venaient de l'ESSEC, de l'Université catholique, de ISMA, voilà. Donc, après la séance d'entretien, on a eu des tests et on a retenu 16 personnes. J'ai eu la chance d'être parmi les 16 personnes. Les 16 personnes devaient donc passer à la phase pratique pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, il devait rester 6 personnes. Heureusement, au bout de 3 mois, j'ai eu la chance d'être parmi les 6 personnes. Nous sommes restés au cabinet et il nous a donné 6 mois à l'essai. Donc, on est passé d'un salaire de 80 à 150 000. Ah oui. Donc, tu vois, Bébel, que la vie commençait à changer et que, voilà, c'était vraiment... Quand je me rappelle de ça, je parle avec beaucoup d'émotion parce que c'était comme si c'était tracé, mais ça n'a pas été facile, pas du tout. Et donc, à la fin, dans ce cabinet, j'ai pu rester. Nous étions 3 à rester définitivement, où j'ai passé 4 années, finalement. Et pour la première fois, j'ai eu droit à un passeport. J'ai pu voyager pour aller faire une mission en Guinée équatoriale, par exemple. Donc, pour moi, c'était extraordinaire de me retrouver dans un avion. Oui. Voilà, et je voyais comment la vie commençait à... Et j'ai continué de travailler, voilà, de travailler dur. Après cela, lors d'une formation, parce que j'étais dans le cabinet, j'étais responsable des systèmes d'information, du paramétrage des systèmes d'information. Donc je suis allé à une formation dans une banque de la place. Et après la formation, j'ai été approché par une dame qui était directrice de l'UDA et qui me faisait la proposition. Elle me dit, mais pourquoi tu ne nous rejoins pas à la banque? Je t'ai écouté parler tout à l'heure, tu maîtrises bien le sujet. Nous avons un gros problème ici et tu peux être la solution. Viens avec ton CV et tu passes un entretien. Je vais te présenter au secrétaire général à l'époque. Comme ça, tu passeras un entretien. S'il est convaincu de tes qualités, tu seras retenu. Donc, j'ai hésité parce que je me disais, est-ce que j'abandonne le cabinet où je suis en train d'apprendre beaucoup de choses à la fois. En même temps, je me disais, il faut quelque chose de cabinet. À tout moment, c'était basé sur la personne de mon boss. Donc, c'était une personne physique qui, à tout moment, il était un peu âgé. Donc, voilà. Oui. Mais le salaire, entre-temps, le salaire avait commencé à être intéressant. Et donc, je me suis dit... il fallait faire un choix. Il fallait faire un choix. Et donc, j'ai décidé donc de venir proposer mon CV. Donc, j'ai été invité à un entretien par le secrétaire général. À la fin de l'entretien, il m'a dit, tu commences jeudi. Nous étions lundi. Il m'a dit, tu commences jeudi. Et là, j'ai pris peur. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je ne suis pas allé trop loin? Et voilà, est-ce qu'il fallait... C'était très difficile. Mais je suis rentré, je me suis mis en prière, accompagné de mon épouse qui me soutient énormément depuis très longtemps.
On s'est mis en prière et moi, je l'écoute beaucoup. Donc, elle m'a dit, vas-y. Je pense que j'ai plutôt un ressenti positif. Vas-y. Donc, mais il faut préciser que je perdais 125 000 sur mon salaire quand je partais du cabinet pour rejoindre la banque. C'est un peu bizarre, mais j'étais beaucoup plus payé que... Voilà. Donc je perdais 125 000. J'ai quand même accepté de perdre parce que j'ai... il y avait une vision. Il y avait une vision, voilà, il y a eu la stabilité, l'évolution de carrière, tout ça. Je me suis dit non, je préfère aller, entre guillemets, recommencer. En tout cas, Emmanuel Florian, vous êtes un exemple de persévérance et même de chance. Pour dire parfois que la chance, il faut la provoquer. En fait, il faut la forcer. On regarde votre parcours, vous allez voir un monsieur qui a un établissement. Vous lui dites, bon, voilà, j'ai pas de frais, j'ai pas d'argent pour payer. Est-ce que vous acceptez quand même de me prendre? Vous avez bousculé, vous avez bataillé avant d'en arriver là. Alors, on va un peu revenir sur le secteur bancaire qui est aujourd'hui votre activité. Quelle qualité faut-il avoir pour être considéré comme membre de comité de direction d'une banque, sachant que c'est le poste que vous occupez aujourd'hui? Bon, membre du comité de direction d'une banque, déjà c'est un choix de la hiérarchie, c'est une marque de confiance parce que vous savez, être membre du comité de direction dans une entreprise, que ce soit une banque ou pas, il faut que le directeur général vous fasse confiance, que le directeur général voit en vous quelqu'un qui peut apporter quelque chose, parce qu'il ne faut pas oublier que l'entreprise a des comptes à rendre aux administrateurs qui sont les vrais patrons de l'entreprise. Donc, les administrateurs désignent un directeur général qui est chargé de coordonner l'action et dans cette même logique, le directeur général lui également doit choisir des hommes de confiance qui doivent l'accompagner dans cette mission-là. Ils ont eu la chance d'être cooptés parmi ces personnes. Donc, les qualités, il faut être un travailleur déjà, c'est très clair, il faut être un travailleur, il faut avoir fait ses classes. Vous comprenez très bien que vous ne pouvez pas être parachuté dans un comité de direction si vous n'êtes pas passé par certains postes obligatoires. Donc, il faut être intègre, il faut être loyal. La loyauté, c'est quelque chose qui est fondamental, il faut être loyal. C'est plus important même que beaucoup d'autres qualités. Donc, je pense que ceux qui aspirent à être cooptés un jour à un tel niveau de responsabilité doivent faire preuve de beaucoup de patience, parce qu'il faut être un bon travailleur, il faut être persévérant, je dirais même endurant, et il faut être surtout loyal. Quels sont vos plus gros défis dans ce secteur-là? Le secteur bancaire aujourd'hui au Cameroun est fortement challengé. Vous voyez très bien que les nouvelles banques arrivent tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes à la 19e banque. On vient de donner un agrément à une banque camerounaise qui sera la 19e. Le Cameroun a à peu près 25 millions d'habitants. C'est vrai que le taux de bancarisation reste très faible. Ça montre quand même qu'il y a de la marge. Et vous savez que pour qu'une banque s'installe dans un pays, il y a quand même des études qui sont faites. Et c'est le résultat de ces études qui conforte les investisseurs à se dire allons-y. Donc le Cameroun reste un vaste chantier, comme l'Afrique tout entière, un vaste chantier. Il y a beaucoup à faire. Et donc le milieu bancaire, chaque banque va pouvoir trouver son espace-temps. Les défis sont de trouver des bonnes personnes, des bons collaborateurs. Vous savez, le secteur bancaire, c'est un secteur où il faut beaucoup d'intégrité. Si vous n'êtes pas intègre, si vous n'êtes pas quelqu'un digne de confiance, vous ne pouvez pas faire long feu dans le secteur bancaire. Vous allez très vite vous décourager, ou alors la banque sera obligée de se séparer de vous. Parce que, si vous permettez, je vais prendre un petit exemple. Dans une banque où j'ai travaillé auparavant, on a eu un jeune homme qui venait d'être recruté. Il venait à peine d'être recruté, ça faisait 6 mois. Et très content, il s'est retrouvé dans un bistrot au quartier, discutait avec ses amis. Et un de ses clients est entré.
Et il dit à ses amis, ah ouais, le monsieur qui vient d'entrer là, c'est moi qui gère son compte. D'ailleurs, il a reçu 500 millions hier dans son compte. Il le disait avec beaucoup de fierté et tout. Sauf qu'il venait là de poser un acte très grave, très très grave, parce que à côté de lui, l'un de ses amis était lié au cousin du monsieur. Donc finalement, l'information est remontée jusqu'au client qui est venu se plaindre à la banque. Vous imaginez que c'était très compliqué parce qu'il a fallu que toute la direction générale se lève pour aller négocier avec le client, aller s'excuser auprès du client. Et c'était très compliqué. Malheureusement, ce jeune homme a perdu son emploi. Donc, c'est pour vous dire, le secteur bancaire, c'est un secteur hyper sensible, où il faut être posé, il faut être très calme. Il faut être très calme, moins bavard. Et c'est là que vous comprenez pourquoi Dieu nous a donné une bouche et deux oreilles à tous, c'est qu'il faut beaucoup écouter et ne pas parler. Beaucoup. Au quartier, on dit souvent que l'argent ne fait pas le bruit. Voilà. Effectivement. Donc, le secteur bancaire, c'est un secteur où il faut avoir ses qualités pour pouvoir travailler. Si vous n'êtes pas quelqu'un de très posé, quelqu'un de très méticuleux, quelqu'un de très patient, quelqu'un de loyal et d'intègre, parce que effectivement vous êtes soumis à la tentation à tout moment. Vous manipulez les fonds, vous manipulez les données sensibles de vos clients, vous avez des informations confidentielles et c'est vraiment très très sensible. Alors, c'est quoi le secret pour mieux gérer ces équipes? Vous, aujourd'hui, vous faites face à tant de responsabilités, comment vous faites? Le conseil que je peux donner aux managers qui nous écoutent, c'est que tu dois être empathique. Je n'ai pas dit sympathique. Un manager doit être empathique. C'est très important. Mettez-vous toujours à la place de vos collaborateurs. C'est très important. Moi, j'ai un style managérial qui est vraiment basé sur l'utilisation de la carotte et du bâton, mais beaucoup plus de la carotte que du bâton. Le bâton est très important parce qu'à un certain moment, il faut avoir le courage managérial pour prendre certaines décisions qui s'imposent, mais il faut beaucoup plus être un pédagogue. Il faut être un pédagogue. Il faut savoir que la plupart des temps, on vous met à disposition des ressources que vous n'avez forcément pas souhaité avoir, parce que c'est une entreprise et il faut faire avec tout le monde parfois. Quelqu'un peut ne pas se sentir à l'aise dans une autre direction et se retrouve dans votre direction. Donc vous devez essayer de comprendre le type de personnalité. Et c'est quelque chose de très très fondamental. Aujourd'hui, on veut manager sans savoir à qui on a affaire. Le management ne peut pas être un management plat, un management identique pour tout le monde. Non. Le management doit être situationnel. Parce que vous avez par exemple parmi vos effectifs ceux qui aiment venir très tôt, mais qui à 16 heures ne peuvent plus travailler, sont sur le chemin du retour. Vous avez des gens qui ne peuvent jamais arriver à l'heure, c'est très compliqué, mais qui restent très tard, jusqu'à 19-20 heures. Vous devez pouvoir gérer tout cela, vous devez pouvoir manager, vous devez connaître que collaborateur. Est-ce que c'est un perfectionniste? Si vous avez un perfectionniste et que vous avez une urgence, si vous confiez l'urgence au perfectionniste, comprenez très bien que vous allez avoir des problèmes, vous allez être en train de crier dessus, vous allez gronder, mais simplement parce que vous n'avez pas compris que celui-là, c'est un perfectionniste, donc ne lui donnez pas des sujets urgents. Quand il n'a pas vérifié la moindre virgule, il relit, il lit. Donc, vous devez comprendre le collaborateur, savoir à qui vous avez affaire pour pouvoir confier certaines tâches. Vous avez par exemple des artistes, c'est un type de personnalité, des artistes, donc des gens qui ont des idées qui fleurissent comme des fleurs, mais qui ne peuvent pas s'asseoir pendant 2 heures pour mener une réflexion intense. Mais ils peuvent vous fournir des idées incroyables. Vous avez besoin de ces gens, vous avez besoin de tout cela pour faire une équipe. Une équipe, c'est tous ces types de personnalités, mais il faut connaître chaque membre de votre équipe si vous voulez un résultat qui est intéressant. C'est très important. Et comme ça, vous saurez que celui-ci va bien, celui-là, ce matin, il ne va pas bien, parce que vous savez son type de personnalité. Et sachez également que quand vous managez, vous devez être constamment en train de féliciter quand on a bien fait,
N'attendez pas seulement de crier quand la personne n'a pas bien fait ce que vous attendez, mais féliciter la personne, encourager la personne, assister. Et il faut déléguer sans abandonner, bien évidemment. Il faut déléguer. Quand vous déléguez, la personne à qui vous déléguez est en confiance. Il se dit, si mon chef me laisse quand même faire cela, ça voudrait dire qu'il a confiance en moi. Même si vous avez déjà pris des dispositions plus tôt, mais vous donnez même l'impression parfois au collaborateur que c'est lui qui fait tout, que c'est lui qui est en train de tout. Et là, son capital d'estime va grimper et puis il sera beaucoup plus à l'aise. Donc c'est un conseil que je donne aux managers. Ne managez pas simplement comme à l'ancienne époque où on voulait tout savoir, où on voulait tout avoir. Il faut manager en fonction de chaque type de personne. Le cœur du métier de banquier reste la relation humaine. Partagez-vous cet avis? Oui. Aujourd'hui, on passe de l'approche traditionnelle vers l'approche traditionnelle qu'on appelle encore en banque l'approche transactionnelle, vers l'approche relationnelle. L'approche transactionnelle, c'est quoi? C'est que vous êtes assis derrière votre bureau, vous êtes un conseiller de clientèle et vous attendez que le client vienne vous dire que sa carte ne fonctionne pas. Vous prenez et vous essayez de corriger. Il vient vous dire, j'ai un enfant qui va bientôt aller à l'université et vous commencez à lui proposer des produits. Ça, c'est l'ancienne façon de fonctionner, l'approche transactionnelle. L'approche relationnelle voudrait que vous anticipez sur les besoins du client. Elle voudrait dire qu'il faut commencer, quand un client est devant vous, lors d'un entretien de passage, vous devez savoir le nombre d'enfants qu'il a, poser des questions. L'enfant est âgé de quel âge? Est-ce qu'il y a un produit qui est adapté? Vous anticipez. Est-ce que, monsieur, vous avez pris votre carte magnétique il y a 2 semaines? Est-ce que ça fonctionne normalement? Vous devez même entrer dans le compte pour voir. Depuis qu'il a retiré la carte, est-ce qu'il a utilisé la carte? S'il n'a pas utilisé, vous l'appelez pour savoir. Peut-être qu'il a un problème de mot de passe. Peut-être qu'il est en vacances, il a voyagé, il n'a pas utilisé la carte, ainsi de suite. Vous devez aller vers le client. C'est ça l'approche relationnelle qui doit... La concurrence aujourd'hui fait que la plupart des banques offrent les mêmes types de produits. Donc la différence va se faire sur la qualité du service. Voilà, l'accueil et donc qui est quelque chose de fondamental. Le sourire, oui. On le résume souvent par 4 lettres, le SBAM, souris, bonjour, au revoir, merci. Voilà, donc de manière caricaturale comme ça. Quelle a été votre plus grande victoire professionnelle? Bon. Ah, il y a quand même eu pas mal de batailles. Hein. Pas mal de batailles. Oui. Bon, moi je dis... Et de victoires remportées aussi. Oui, les victoires... pour moi, une victoire, c'est quand j'ai réussi à donner du sourire à un client. Oui. Quand j'ai réussi à permettre à un client de réaliser son rêve. Et ça, j'ai eu beaucoup de victoires. Si je peux appeler ça victoire, j'ai eu beaucoup de victoires. J'ai eu beaucoup de clients qui m'ont témoigné leur gratitude. J'ai eu beaucoup de clients qui sont à l'étranger et qui ont été très satisfaits de la manière dont j'ai tenu leur compte à l'époque. Et je peux vous dire que la plupart m'ont recommandé plusieurs fois sur des sujets parfois très sensibles. Beaucoup ont même voulu me débaucher à un certain moment parce que nous sommes dans un environnement où on travaille avec des patrons, des grands patrons. Oui. Des personnes c'est vos clients, mais c'est également des très très gros entrepreneurs, des industriels qui sont très fortunés et qui à un moment estiment que vous pouvez venir rejoindre leur équipe pour donner un peu de votre apporter punch. Un peu votre pierre, voilà, votre pierre à l'édifice. Voilà. Donc c'est parfois très compliqué. On est parfois en train de naviguer entre tout cela. Mais comme moi, ma passion a été toujours la banque, surtout le front office, parce qu'il faut bien comprendre que la banque, c'est le back et le front office. Donc, moi, j'ai fait quand même un certain nombre d'années au back office. Mais depuis que je suis arrivé au front office, c'est-à-dire face à la clientèle, j'ai compris que c'est là où je devais être depuis. Et c'est un métier qui me passionne énormément, énormément. Donc, voilà. Alors, quelle vision aujourd'hui? Quelle vision pour le futur? Quelles sont vos ambitions à long terme? Pour un banquier qui est membre d'un comité de direction, logiquement, ses ambitions, c'est de pouvoir accéder à la direction générale d'une banque. Voilà.
Donc c'est très clair, c'est de pouvoir un jour être un patron dans une banque de manière vraiment très 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 claire. Voilà. Oui. Et c'est vraiment sans ambiguïté. J'ai toujours dit à tous mes amis, mes collègues, ceux avec qui je traîne d'habitude, quand vous avez besoin de quelque chose, il faut parler. Moi, je crois à la puissance de la parole. Je crois à la puissance de la pensée positive. À un certain moment, je n'ai jamais douté de ce que je pouvais réussir, je pouvais avancer. Il y a eu des moments très difficiles, mais même pendant les périodes difficiles, je me disais toujours, quelque chose va se produire. Et à chaque étape de ma vie, quelque chose se produit toujours. Et je suis convaincu que, Bébel, tu vas m'inviter une autre fois, quelque chose sera également produit. J'en suis sûre, Emmanuel Florian Djoubessi. Le mot de fin peut-être, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Et bien sûr, il y aura une partie 2, parce que ça passe très vite. Hein. D'accord. Oui. Si j'ai un mot de fin, c'est déjà de demander à tous ceux qui nous écoutent, ceux qui veulent faire carrière dans la banque, d'être humbles. Quelle que soit votre position, quelle que soit la position de vos parents, soyez humbles. L'humilité précède la gloire. Quand vous êtes humble, vous recevez des bénédictions et vous n'êtes jamais buté. Quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer dans la vie, vous allez toujours trouver une solution. Deuxième chose, soyez patient. La patience, c'est quelque chose qui est difficile, mais qui finit toujours par payer. Soyez patient. Certains vous diront, soyez persévérant. Troisième chose, la loyauté. La loyauté. Ne jamais tourner le dos à celui qui vous a tenu la main. C'est très important. Celui qui vous a fait confiance, ne trahissez jamais sa confiance. Même si vous n'êtes plus ensemble. Gardez les secrets parce que c'est fondamental pour votre avenir. Et la dernière chose, c'est l'intégrité. Vous ne pouvez pas avancer si vous n'êtes pas intègre. L'intégrité, c'est l'élément fondamental, c'est le moteur même de la confiance que les personnes qui vous entourent peuvent vous donner. Donc, si vous appliquez ces 4 notions, je peux vous assurer que vous allez récolter les fruits. Merci Emmanuel Florian Djoubessi d'avoir été avec nous au fil de la conversation. Merci à nos nombreux auditeurs qui ont été avec nous depuis le début. Merci à William Tchouala qui a assuré la mise en onde. On retient donc les mots de fin de notre invité du jour. Humilité, patience, persévérance, loyauté et intégrité. Ce seront les éléments qui feront de vous la différence en entreprise et particulièrement dans le secteur bancaire. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission Au fil de la conversation.